Vous savez, ce qui construit l'estime de soi, c'est d'abord, quand je suis un petit enfant, de recevoir ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Est-ce que mes parents, ou la famille dans laquelle je vivais, m'ont fait évoluer dans ce bain d'amour inconditionnel qui est ce sentiment que j'ai qu'on m'aime, même si je suis polisson, même si j'ai des mauvaises notes à l'école et que je peux prendre des risques, on ne me punira pas d'avoir échoué. On accepte que je fasse des choses, que je tente. Ça, c'est un socle très important à l'estime de soi, mais après il y a tous les aspects éducatifs aussi. Est-ce que mes parents valorisaient mes réussites? Est-ce qu'ils me critiquaient toujours quand j'échouais? Ou au contraire, est-ce qu'ils étaient compréhensifs envers mes échecs? Et le troisième point très important, c'est comment mes parents se comportaient eux-mêmes. Est-ce qu'ils étaient toujours dans le doute, dans l'inquiétude de ce que vont penser les voisins, du jugement social? Est-ce qu'ils avaient peur d'agir? Papa, maman, il y a des choses de toi que j'ai reçues et qui ont été bonnes pour moi. Je le symbolise par cette rose. Et ce bon que j'ai reçu de toi, je le garde. Je ne serais pas l'homme que je suis devenu si je n'avais pas reçu ce bon de toi. Mais il peut y avoir des choses, je m'excuse, je le symbolise par un petit caca, ça veut dire quelque chose de toxique, quelque chose qui n'est pas bon pour moi, que j'ai avalé et qui me reste, comme on dit, encore sur le cœur. Sur le cœur. Donc il y a des choses qui sont venues de toi, maman, il y a des choses qui sont venues de toi, papa, et qui n'ont pas été bonnes pour moi. Des jugements de valeur, une gifle qui est partie un peu trop vite, un interdit que j'ai mal vécu, l'imposition d'un choix. Je voulais devenir musicien, tu m'as imposé de devenir comptable ou architecte ou de reprendre la ferme, etc. La négligence émotionnelle se produit quand le parent ne reconnaît pas, ne voit pas, ne comprend pas, consciemment ou inconsciemment, ce dont son enfant a réellement besoin et comment il est réellement en tant que personne. Le parent voit son enfant comme lui, il voudrait que son enfant soit et non pas comment l'enfant est réellement. Du coup, ce qui arrive, c'est que le parent, il va passer à côté des besoins de son enfant, émotionnellement parlant, et il ne va pas donc lui offrir ce dont il a besoin. Parfois, il peut s'agir d'un manque d'encouragement, d'un manque de compréhension, un manque d'outils à donner à l'enfant pour apprendre à naviguer dans le monde. D'autres fois, les parents sont tellement occupés par leur travail ou par les problèmes qu'ils peuvent avoir que voilà, ils passent à côté des choses essentielles, c'est-à-dire les besoins de leur enfant et répondre aux besoins émotionnels de leur enfant. La négligence émotionnelle peut aussi être présente chez des parents qui donnent toutes les choses matérielles et physiques dont l'enfant a besoin. Mais voilà, il ne voit pas autre chose, c'est-à-dire les besoins émotionnels. Cette négligence, on peut la retrouver aussi chez des parents qui sont bienveillants, qui sont aimants, qui sont bien intentionnés, parce que tout simplement, ils ne savent pas où regarder, comment regarder. Ils ne le voient tout simplement pas. Depuis je ne sais pas combien d'années, honnêtement, je voulais faire des recherches sur Internet et puis j'étais prise dans autre chose aujourd'hui et je ne l'ai pas fait. Mais j'avais envie de voir depuis combien de temps durait cette éducation méga paternaliste où les parents en fait ont la vérité et où l'enfant est très peu pris en compte. Donc pour la plupart d'entre nous, en tout cas certainement jusque ceux qui doivent être qui doivent avoir 30 ans, peut-être même encore certaines personnes de 20 ans, et ça se passe encore aujourd'hui, c'est clair, je le vois au quotidien. Mais je crois que beaucoup d'entre nous ont eu une autorité peut-être très autoritaire, c'est-à-dire paternaliste dans le sens où c'est du haut vers le bas. Les parents savent, les enfants ne savent pas. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un mouvement où on doit se couper en permanence en tant qu'enfant de notre sagesse intérieure, de notre savoir intérieur, de notre ressenti aussi, de ce qu'on sent qui en nous dit ça c'est pas juste, quand il y a ça qui se passe, c'est pas juste, même si c'est papa qui le dit, même si c'est maman qui le dit, même si c'est eux qui font, ce qui se passe ici c'est pas juste. Ou quelque autre adulte, quand on nous dit dis bonjour à madame Intel, dis bonjour à monsieur, elle va faire un bisou, quelque part c'est une certaine violence éducative puisque ça nous force à faire des choses qu'on ne sent peut-être pas nous en tant qu'enfants et qui de nouveau nous font croire ou ressentir mon ressenti n'est pas juste, je ne peux pas m'écouter,
je dois faire des choses qui ne sont pas OK pour moi. Il est fort probable que vous ayez subi une négligence émotionnelle si aujourd'hui, à l'âge adulte, vous jugez sévèrement, généralement beaucoup plus sévèrement que vous ne jugez les autres. Vous trouvez difficile de savoir comment vous vous sentez émotionnellement. Vous avez du mal à mettre des mots dessus. Vous vous sentez souvent déçu ou en colère contre vous-même, parfois pour une raison minime ou pour rien du tout. Vous vous sentez seul même quand vous êtes entouré d'autres personnes. Vous avez un sentiment de vide à l'intérieur de vous. Vous sentez secrètement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et que si une autre personne le découvre, alors elle vous rejettera. Vous avez des difficultés à gérer vos émotions et quand vous êtes bouleversé, vous avez du mal à vous apaiser vous-même. Vous êtes farouchement indépendant et vous avez parfois de la difficulté à demander ou à recevoir de l'aide. Les gens aussi disent parfois que vous êtes froid et qu'il est difficile de construire une relation avec vous. Vous vous sentez souvent triste, malheureux, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous vous sentez de cette façon. Enfin, vous avez des difficultés à dire quels sont vos objectifs, vos forces et ou vos faiblesses. Donc tous ces éléments sont simplement des repères, ce ne sont pas des symptômes, ce sont simplement des repères pour savoir où vous situez par rapport à la négligence émotionnelle. Lorsqu'on a une basse estime de soi, on a très peur de l'échec parce qu'on pense qu'il va provoquer un jugement négatif sur nous. Et on s'identifie à cet échec, comme vous le disiez, c'est-à-dire on a l'impression qu'échouer c'est être nul. Qu'échouer, c'est ne plus avoir d'avenir. On peut aussi, si on connaît trop d'échecs scolaires, trop d'échecs professionnels à répétition, finalement être ébranlé et se replier. Et après, il y a une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire, moins j'ai confiance en moi, moins j'ose aller vers les autres et moins j'ose tenter de choses, et moins je vais vers les autres et moins je tente, évidemment, moins j'ai réussi, moins j'ai confiance, etc. Dans toute relation familiale, il y a des contentieux. Et des contentieux qui se traduisent donc, entre guillemets, par des messages toxiques que nous avons reçus. Que nous avons reçus comme toxiques parce que papa et maman qui me les envoyaient pensaient que c'était bon pour moi, pensaient que c'était bon de m'interdire, pensaient que c'était bon de me réprimander ou de porter même, mais qu'est-ce que tu es paresseux, qu'est-ce que tu as mauvais caractère, tu es égoïste, avec un caractère comme ça, personne ne t'aimera. Je ne sais pas si vous voyez que ces messages déposent des toxines. Et je prétends que chacun d'entre nous a le corps plein de messages toxiques qu'il a reçus en amont, dans son enfance. Papa, maman, un enseignant, un instituteur, un professeur, des voisins, la parentèle proche, etc. Et que ces messages toxiques sont de véritables bombes à retardement. Au passage, c'est une des origines de la maladie. C'est que toutes ces bombes à retardement, un jour, risquent d'imploser et vont se traduire par une somatisation, une mise en mots MAUX en français. Une somatisation, un cancer, un fibrome, un kyste, un accident cardiovasculaire, etc. Regardez autour de vous, regardez, les hôpitaux sont pleins. Nous avons tellement de contentieux liés à notre enfance. Eh bien, la révolution que je propose, c'est d'apprendre à restituer à nos parents, restituer symboliquement, à travers 2 actes symboliques. Voici tout le bon que j'ai reçu de toi, maman, papa, ce bon je le garde, et j'espère que je pourrai même le transmettre à mes enfants, s'ils acceptent de le recevoir, à mes enfants ou aux gens que j'aime. Mais j'ai reçu du pas bon, j'ai reçu beaucoup de mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais papa, ça veut simplement dire que pour des raisons qui t'appartiennent, à un moment donné, tu as éprouvé le besoin de déposer ça sur moi. Ça, c'est pas bon. Eh bien, je ne vais pas le garder, je vais le rendre. J'appelle ça la restitution symbolique des messages toxiques. On devrait apprendre ça à l'école maternelle. Parce que j'ai découvert que
Les mots sont nécessaires, indispensables pour communiquer, mettre en commun, mais ne sont pas suffisants pour nourrir, dynamiser, rendre vivante une relation importante. Pour nourrir une relation, il faut quelque chose de plus que les mots, il faut des objets symboliques. Ce qui est curieux, voyez-vous, c'est que toutes les cultures qu'on appelle primitives, les Esquimaux, les Amérindiens, les aborigènes d'Australie, etc., cultures qu'on appelle primitives, mais que moi je préfère appeler primordiales, toutes ces cultures pratiquent le symbolique, toutes. Mais nous, occidentaux, soi-disant civilisés, on pense que c'est des gris-gris, des rituels, de la magie, etc. On a un petit regard un peu comme ça supérieur vis-à-vis de ces pratiques. Or, la symbolisation est quelque chose de formidable. J'ai l'impression, quand Ouais. je suis dans une soirée, que je suis le plus bête, le moins cultivé, celui dont le cerveau est le plus lent, celui qui intéresse le moins de monde. Alors ça, tout le monde a pu avoir cette impression. Parfois, c'est totalement absurde, c'est pas du tout vrai. Et parfois, c'est vrai, on est entouré de gens plus intéressants et intelligents que nous. Et alors, pourquoi ne pas s'en réjouir, se dire, bah oui, je sais bien que sur Terre, il y a plein de gens plus intelligents, et là, manque de chance, bah, il y en a plein autour de moi. Je vais me réjouir, je vais les écouter, dire des choses intelligentes. Je n'ai pas besoin de me dévaloriser pour autant. C'est ça l'erreur, vous voyez, des problèmes d'estime de soi. Dès que je vois quelque chose qui me paraît admirable, je m'enfonce au lieu de me réjouir. La bonne estime de soi, ça n'est pas le narcissisme, se penser magnifique, supérieur aux autres, c'est pas du nombrilisme. Et au contraire, ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsque les gens progressent en matière d'estime de soi, ça aboutit plutôt à un oubli de soi. On a souvent une mauvaise lecture de l'humilité. L'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est simplement se dire, je ne suis ni supérieur, ni inférieur aux autres, je suis l'égal des autres humains. Il y a une fraternité entre nous, je n'ai pas à chercher, parce que je doute de moi, à les dominer. Je dois juste être à ma place au milieu de mes frères et mes sœurs humains, et on va partager. C'est ça l'humilité, c'est pas vouloir toujours se rabaisser, ça c'est du masochisme, ou c'est autre chose encore. En matière d'estime de soi, c'est souvent nous le vrai problème, c'est pas les autres, c'est pas le jugement des autres, c'est nous. On est souvent trop sévère, il y a une sorte de perfectionnisme dans les maladies de l'estime de soi qui font que les gens ont des exigences vis-à-vis d'eux tyranniques, inconcevables. Et on leur dit souvent en thérapie, il faut que vous soyez votre ami. Ne cherchez pas à vous adorer, à vous aduler, respectez-vous comme vous respectez simplement un ami. Ne vous mettez pas toutes ces pressions, c'est ça le péché d'orgueil, c'est vouloir se dire finalement je dois pouvoir être parfait. Et refuser de s'accepter imparfait, comme on est tous imparfaits, c'est souvent refuser d'agir et refuser d'être soi-même. Et donc les décisions, c'est quand même méga important que vous les sentiez juste à l'intérieur, pas que vous remettiez votre vie et votre pouvoir à quelqu'un à l'extérieur, quel que soit le nombre d'années d'études ou de pratiques qu'il a fait, et que vous puissiez sentir intérieurement, oui, ça a du sens, oui, c'est juste pour moi, oui, c'est vers ça que je veux aller, oui, ça me paraît juste ce que cette personne dit. Et donc, en effet, il y a toujours ce retour à soi, malgré quoi que ce soit qui peut être dit, qui soit présent lors des partages. Et je trouve ça aujourd'hui, on appelle ça du discernement, tout simplement. Et c'est pas nécessairement, ou un esprit critique, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on développe, puisqu'on nous apprend davantage, même à l'école, à être formaté et à penser tous de la même façon, qu'à nous permettre d'avoir nos propres avis et de penser différemment.